Tout a commencé par une vision, celle de Frank Zal, docteur en biologie marine et fondateur de la société Emarina. Convaincu que le biomimétisme est la clé des thérapeutiques du futur, ce qui a orienté ses recherches vers l'arénicole. Ce petit ver marin vit terré dans le sable et rejette des petits tortillons que l'on aperçoit à marée basse. Les Bretons l'appellent le busug, et en fait c'est un ver extrêmement vieux qui a 450 millions d'années. Moi j'étais chercheur pas très loin d'ici, et donc moi ce qui m'intéressait c'était ce ver sur la plage pour essayer de comprendre comment il était capable de respirer dans l'air et sous l'eau. Et donc en allant chercher en fait quel était le pigment respiratoire de cet animal, je suis tombé sur cette molécule que j'ai complètement décrite et que j'ai identifiée comme étant un transporteur d'oxygène universel. Frank Zal découvre et commercialise le premier transporteur d'oxygène universel, une révolution dans le monde médical où il est utilisé dans les greffes. La personne qui était en fait mon mentor, qui m'a fait rêver, c'était le commandant Cousteau. Et j'ai eu la chance de le rencontrer sur mon parcours, où il faisait une conférence à l'Institut océanographique à Paris. Et donc je suis allé le voir et je lui ai dit, commandant, comment on fait pour être commandant Cousteau? Et donc il n'a pas rigolé, en fait, il m'a fait une feuille de route. Frank Zal a ainsi mené la vie dont il a toujours rêvé et a parcouru les mers du monde, mais ce n'était plus suffisant. C'est en 2007 qu'il démissionne du CNRS et fonde son entreprise. On a l'habitude de dire que c'est une plateforme technologique, la vie est basée sur l'oxygène. Donc quand vous avez compris ça, vous déclinez tout ça en application. Donc je suis super heureux aujourd'hui dans ce qu'on fait, et surtout quand on dit qu'on sauve des vies, c'est vraiment mon moteur de la vie, quoi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette plénière Banque Populaire Grand Ouest. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gaëlle Bouffard, je suis animatrice journaliste et nous sommes ensemble pour 45 minutes pendant lesquelles nous allons aborder un sujet passionnant et un sujet capital pour l'avenir et notamment en Bretagne. Nous allons aborder le mix ENR et voir comment il trouve sa place sur terre, mer et littoral ici dans notre belle région bretonne. Alors avec nous, trois invités qui justement incarnent ce mix ENR. D'abord Ronan Moalik pour le solaire et l'éolien, Frédéric Flippo pour biogaz, le biogaz avec Evergaz. Pardon, je n'ai pas présenté votre société qui s'appelle IEL. Nous allons parler d'hydrogène vert avec vous, Mathieu Guéné, et votre société qui s'appelle Life. Bonjour. Et enfin, une quatrième invitée, Sybille Grand-Georges, avec qui nous allons parler financement. Et je vais vous donner la parole immédiatement puisque vous êtes Managing Director, experte en financement des entreprises et des infrastructures de la transition énergétique chez Natixis Corporate et Investment Banking. Et donc à ce titre, vous accompagnez des acteurs comme les clients de Banque Populaire Grand Ouest qui sont à votre gauche, mais pas seulement. Vous faites plein d'autres choses et surtout, vous avez une vision assez large de ce tissu économique qui est dédié aux transitions énergétiques. Vous accompagnez des clients des banques du groupe BPCE et donc vous avez, comme je viens de le dire, cette vision haute, cette vision large. J'ai donc envie de vous donner la parole pour vous demander quelle vision vous avez de cet écosystème et des énergies renouvelables ici en Bretagne. Bonjour, merci. D'abord, je crois que, il fait assez chaud aujourd'hui. Là. Il y en a pas mal qui ont souffert pour arriver ici. Et je crois que les vagues de chaleur sont là pour nous rappeler que le réchauffement climatique, il est déjà là et qu'il est urgent d'agir et qu'il faut accélérer pour décarboner non seulement la production énergétique, mais en fait l'économie dans son ensemble. La première chose qui est évidente et qu'il faut faire aujourd'hui, c'est qu'il faut massifier le déploiement des énergies qui sont matures et qui sont compétitives, que sont le solaire et l'éolien. Mais ça ne suffit pas. Mais d'abord, oui, il faut aller beaucoup plus vite dans le solaire et l'éolien. Ensuite, le solaire et l'éolien, c'est intermittent. Donc, il faut quand même une solution pour les périodes où il n'y a pas de soleil et où il n'y a pas de vent. Et il y a plusieurs solutions qui existent. Donc, on peut stocker l'électricité pour des périodes assez courtes dans des batteries, jusqu'à 4 heures, on va dire, ça peut être rentable. Au-delà, en fait, la solution, c'est plutôt une molécule qui peut être un gaz décarboné. Donc, l'hydrogène vert produit à partir d'électricité renouvelable, par exemple, ou les bioénergies, dont le biogaz, qui peut être produit à partir de biomasse, de déchets agricoles. Voilà. Donc, il faut électriser, en fait, les usages qui peuvent être électrisés. Mais il y a certains usages dans l'économie qui ne peuvent pas être électrisés.
Donc là, il faut chercher d'autres solutions. C'est le cas, par exemple, pour le transport en bateau, qui concerne la Bretagne, le transport aérien, mais aussi dans certaines industries, comme l'industrie du verre, l'industrie de l'acier, pour décarboner ces industries. Et le transport, on peut électriser le transport des véhicules légers, mais pour le transport maritime, c'est clairement pas une solution. De nouveau, il faut une molécule. Là encore, l'hydrogène et ses dérivés peut être une solution. À partir d'hydrogène, on peut faire des E-carburants. Et puis, on peut liquéfier l'hydrogène ou utiliser du méthanol ou de l'ammonia. Et c'est là qu'on rejoint, parce qu'il faut du carbone qui peut être capturé dans des usines de biogaz. On peut utiliser du biocarbone. Et le biogaz aussi peut être une solution pour ces mêmes usages. Le souci, c'est vraiment d'augmenter le volume de production, puisqu'il s'agit souvent de petites unités. Et la beauté pour le biogaz, c'est que toutes les infrastructures sont déjà en place, puisqu'en fait, c'est la même molécule CH4. Et donc, on a les infrastructures pour le stocker et le transporter. Et alors, en Bretagne, est-ce qu'on dispose de tout ce qu'il nous faut pour à la fois produire une énergie qui soit durable, renouvelable et même compétitive ? Alors là, je ne vous apprends rien en vous disant que la Bretagne est très riche en vent, donc il y a un potentiel énorme à déployer, en particulier en mer, parce que c'est là qu'on peut vraiment déployer à très grande échelle. Et comme je disais, il faut aller beaucoup, beaucoup plus vite, beaucoup plus loin dans les capacités que ce qu'on fait aujourd'hui. Pour le solaire, donc on peut déployer en évitant les conflits d'usage des sols, parce qu'on est sur une terre agricole. Donc il y a des terrains sur lesquels c'est possible, mais on peut aussi systématiser le déploiement en toiture et développer des nouvelles technologies comme l'agrivoltaïsme. Et enfin, il y a une spécificité bretonne qui est qu'il y a la possibilité de développer des énergies marines, mais je dirais on est plutôt dans le stade des pilotes, et c'est des énergies qui ne sont pas matures aujourd'hui. C'est intéressant de soutenir ces innovations qui seront peut-être des solutions dans 10 ans, qui seront déployées à échelle dans 10 ans, mais comme il faut aller très vite, il faut quand même aujourd'hui aussi déployer les technologies qui sont matures. Et alors, avec ce potentiel que vous venez de décrire, est-ce que la Bretagne est particulièrement en avance justement sur ce déploiement des ENR, ou au contraire, est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire ? Alors, la Bretagne est en retard sur la France, en retard sur l'Europe, mais la Bretagne a un très gros potentiel. Par exemple, le potentiel, aujourd'hui, il y a à peu près 1,2 gigawatts d'éolien développés en Bretagne, et le gisement il est de 30 gigawatts. Donc on peut vraiment accélérer. Donc la Bretagne produit à peu près aujourd'hui environ 14% en énergie renouvelable de l'électricité qui est consommée, ce qui est moins que la moyenne française, et ce qui est beaucoup moins qu'en Europe. Il y a des pays qui sont allés beaucoup plus vite pour exploiter le potentiel marin. Enfin, je pense notamment au Royaume-Uni et à l'Écosse. Et le même potentiel existe en Bretagne. Donc en fait, pour faire court, il est temps vraiment d'accélérer pour déployer les technologies matures, et aussi de soutenir les technologies dont on aura besoin en complément du renouvelable, qui ne peut pas répondre à tous les besoins. Alors, on va maintenant faire un panorama des solutions existantes grâce à vous, puisque vous avez un premier point commun, c'est que vous êtes tous les 3 clients Banque Populaire Grand Ouest. Et puis, deuxième point commun, vous agissez très concrètement sur ce volet des énergies renouvelables. Alors, on va commencer par détailler celles que vous produisez. D'abord avec vous, Ronan Moilic, sur la partie solaire et éolien. Est-ce que vous voulez bien nous dire ce que fait IEL ? Bonjour à tous. Donc IEL, on est un opérateur intégré indépendant de production d'énergie renouvelable. On est basé à Saint-Brieuc et j'ai créé la société avec Loïc Picot, mon associé, qui est président, en 2004. Donc on a quasiment 20 ans d'expérience et 85 personnes basées à Saint-Brieuc, Nantes et Rennes. Alors nous, on travaille sur 3 secteurs d'activité: l'éolien terrestre, le solaire photovoltaïque au sol et le solaire photovoltaïque en toiture. Sur l'éolien terrestre et sur le solaire photovoltaïque au sol, on fait du développement de projets, c'est-à-dire on identifie les sites à partir de la prospection cartographique et on les amène, ces sites, jusqu'à l'obtention des autorisations purgées de tout recours. Et quand on a les autorisations purgées de tout recours, on s'occupe du financement, de la construction, de la production d'électricité et, in fine, de l'exploitation et de la commercialisation de l'électricité produite. Donc on est présent sur toute la chaîne
de fonctionnement sur cette activité solaire photovoltaïque au sol et éolien terrestre. Le développement, c'est on recense les sites, on réalise la rencontre des élus, des acteurs locaux, des associations, des habitants. On réalise toutes les études d'impact réglementaire, la concertation avec les services de l'État. Donc c'est un travail de bureau d'études. Et après, d'autres services au sein d'IEL prennent le relais pour assurer la maîtrise d'œuvre, la construction. Et ensuite, la maintenance et l'exploitation de nos actifs. On a à peu près 150 mégawatts qui nous appartiennent en propre sur les régions Bretagne, Normandie, Pays de la Loire et nord de la Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, donc on développe pour notre propre compte des projets en vue de produire de l'électricité renouvelable. Et après, on a une autre branche d'activité où on installe du solaire en toiture pour le compte de clients tiers, donc majoritairement des industriels, des entreprises, PME, ETI, ou le monde agricole et agroalimentaire. Et notamment, on a vu depuis 2 ans une explosion des demandes d'autoconsommation sur toute la branche industrielle, parce que ça permet aux industriels, aux entreprises de maîtriser leur post-consommation d'électricité sur du long terme. Vous l'avez dit, hein, ça fait 20 ans que vous existez, vous avez démarré en 2014. En 2004, pardon. Pardon, en 2004. Qu'est-ce que vous constatez justement en termes d'évolution? Vous parliez là de l'évolution toute récente, mais globalement sur ces 20 dernières années? En 20 ans, le chemin qui a été parcouru, il est quand même important, parce qu'en 2000, il n'y avait quasiment rien en termes éoliens ou en termes solaires, donc on peut quand même se dire que les choses ont évolué dans le bon sens. Après, il y a eu une instabilité réglementaire qui a été constante, donc des remises en cause soit tarifaires, soit réglementaires, qui ont nécessité à la profession éolienne, solaire, de s'adapter en permanence. Voilà, ça c'était vraiment les choses importantes. Et on a vu une structuration, une professionnalisation et un changement aussi de la typologie des acteurs qui opéraient sur ce domaine, quoi. Merci. On va s'intéresser maintenant au biogaz et à la méthanisation avec vous, Monsieur Flippo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait Evergaz? Très bien, bonjour. Evergaz est un opérateur intégré du biogaz, créé en 2008. J'en suis un des cofondateurs. Nous sommes présents en France depuis l'origine et en Belgique et en Allemagne depuis 2016. Aujourd'hui, on opère 26 unités de méthanisation dans ces 3 pays. Bientôt une 27e en Bretagne. C'est peut-être pour ça que j'ai été invité, parce que c'est normalement le 14 septembre qu'on commencera à injecter dans le réseau de GRDF en Ille-et-Vilaine, pour un projet qui s'appelle Bioenergaz et qu'on a d'ailleurs financé avec Banque Populaire Grand Ouest. Et donc notre métier, en fait, c'est de traiter les déchets organiques d'un territoire, déchets agricoles, déchets agroalimentaires, déchets des ménages et des collectivités. On aura notamment le 1er janvier 2024 l'entrée en vigueur de l'obligation de collecte séparative des biodéchets des ménages à la source. Donc ça vous concerne tous, en totalité dans cette salle. Quel que soit votre lieu d'habitation sur le territoire français. Et donc, notre métier, c'est de sourcer ces matières, les stocker, les préparer, les traiter, parce qu'il y en a certaines qui nécessitent un pré-traitement sanitaire, ce qu'on appelle une hygiénisation, et ensuite de faire une recette qui va permettre de produire 24 heures sur 24 un volume de biogaz constant, par épuisement des nutriments restants dans la matière, dans le lisier, dans le fumier, mais aussi dans les résidus alimentaires, que ce soit tout ce qui est sous-produit des abattoirs, comme du sang ou des déchets de pâtisserie. Et donc les bactéries vont digérer ça pendant 60 jours en moyenne, et nous, toutes les heures, on va injecter le même volume de déchets, enfin le même pouvoir nutritionnel de déchets, pour produire le même volume de biogaz, et qui ensuite est valorisé en fonction des besoins du territoire, soit en électricité en chaleur, c'est la cogénération, c'était les débuts du biogaz, soit l'injection de biométhane, ou alors le biogaz carburant, en substitution du diesel, et qui vient alimenter... l'hydrogène peut aussi faire ça, mais en fait, finalement, aujourd'hui, on a un énorme volume d'énergie fossile à substituer, donc c'est bien que et l'hydrogène et le biogaz contribuent tous les deux à résoudre ce défi. Mais donc ensuite, on va alimenter des flottes de bus. Il y a 30% des flottes de bus en France qui fonctionnent au biogaz, de plus en plus aussi à l'hydrogène. Donc le biogaz carburant aussi sa carte à jouer, et il y a d'ailleurs un certain nombre de stations en Bretagne. Et une fois qu'on a terminé ça, en fait, on produit aussi, et là sans consommer d'énergie, il y a des différences des engrais fossiles, on produit du digesta, qui est un substitut aux engrais chimiques, qui vient remplacer
dans les parcelles agricoles, les engrais de synthèse, et aussi une matière organique qui vient améliorer le stockage de l'eau dans les sols et augmenter la vie de ces sols, qui est importante pour leur fertilité dans la durée, avec le digestat solide. Donc c'est de l'économie circulaire, et c'est ça qui fait que le biogaz, c'est certes une énergie renouvelable, mais finalement, si cette énergie renouvelable est générée et finalement demandée, c'est parce que, avant tout, c'est une solution de traitement de déchets, qui, elle, est une fatalité, entre guillemets, à gérer. Peut-être pour nous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, une station de méthanisation, ça permet d'alimenter combien de foyers, par exemple? Alors, il y en a de différentes tailles. Si on prend les sites qu'on a sur le territoire breton, donc la première, c'est Sancy Énergie, dont on est coactionnaire avec une famille d'éleveurs de porc depuis 2014, qui est dans le Morbihan, à Saint-Nicolas-du-Tertre, à côté de la Gacilly. Donc là, on va couvrir les besoins en électricité d'à peu près 1600 foyers, avec de la cogénération. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, et comme l'a dit Sylvie, c'est une énergie qui est non intermittente. Donc nous, on tourne 96% du temps en pleine puissance. Et c'est d'ailleurs vérifié à Sancy Énergie, qui tourne depuis 9 ans, maintenant bientôt 10, où on a eu un service constant, non intermittent. Pour rappel, puisqu'on parlera de disponibilité, quand on compare même les sources classiques d'énergie comme les centrales nucléaires, une centrale nucléaire, un réacteur, c'est fait pour tourner 85% du temps en pleine puissance. Donc là, le renouvelable, et on verra le service au réseau qui peut être fourni quand il y a du stockage, ou d'hydrogène ou d'électricité renouvelable, là, on fournit 96% du temps, donc c'est une excellente disponibilité. Mais pour revenir à votre question, donc 1600 foyers en électricité à Saint-Nicolas-du-Tertre, et à Bioenergaz, donc à Argentré-du-Plessis en Ille-et-Vilaine, ça représentera les besoins en gaz. Donc on va substituer du gaz naturel par du biométhane, qui est le remplaçant parfait, mais d'origine renouvelable. Là, c'est 1100 foyers qui seront alimentés. Et les plus grosses unités qu'on a en Allemagne, elles peuvent couvrir jusqu'à 6500 foyers en besoin en gaz. Voilà. Merci. Alors, on a parlé d'éolien, de solaire, on a parlé de biogaz. Et donc, en toute logique, je vous passe la parole maintenant, Mathieu Guéné, puisque ce sont les énergies dont vous avez besoin pour produire de l'hydrogène vert, qui est totalement décarboné, contrairement à l'hydrogène gris. Est-ce que vous pouvez, sans rentrer trop dans le détail technique, parce que c'est complexe, nous expliquer malgré tout comment ça fonctionne? Comment est-ce que vous le produisez, cet hydrogène vert? Alors, l'hydrogène vert, comment ça marche? Jamy et Fred, venez. Non, c'est bien parce que je passe en dernier et en fait, je suis le petit dernier et la dernière pièce du puzzle. On a commencé, que ce soit en France, au Danemark ou en Allemagne, par faire des catastrophes, par de l'éolien et du solaire et après du biogaz. Et maintenant, on se rend compte qu'il manque un petit truc pour résoudre tous nos problèmes parce qu'en fait, nos problèmes, ils viennent du fait que on se rend compte qu'on a du réchauffement climatique parce qu'on consomme beaucoup de gaz et de pétrole. Et même en France, les 2 tiers de notre énergie, c'est du gaz et du pétrole. Alors qu'on a plein de centrales nucléaires. En fait, il ne faut pas confondre l'électricité avec l'énergie. Et au global, un Français, 2 tiers de son énergie, ce n'est pas de l'électricité, ce n'est pas de la centrale nucléaire, c'est du gaz et du pétrole. Donc il faut verdir l'électricité. Le seul moyen de le faire de façon compétitive et rapide, c'est du renouvelable. Il n'y a aucune autre source d'électricité qui permettra d'électrifier. Électriser, c'est quand tu t'électrocutes. On ne va pas électriser tout le monde, on va électriser. Et du coup, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est le renouvelable. C'est tout. Les barrages hydroélectriques, ça met plein de temps. Donc il faut faire ça. Après, il faut faire du biogaz, parce que c'est quand même beaucoup plus simple de substituer un gaz par un autre. Et puis, il faut de l'hydrogène, parce qu'on va avoir du mal à décarboner une bonne partie de notre industrie qui produit les matériaux dont on a besoin, l'acier, les engrais, même si on va utiliser du digestat, il y aura quand même toujours une consommation d'engrais azotés, des choses comme ça. On a besoin de peinture, on aura besoin d'encre, donc il faut de l'hydrogène vert pour aller décarboner ce truc-là, parce qu'on prend de l'hydrogène gris maintenant, de l'hydrogène gris qui est tiré du pétrole. Dans le pétrole, il y a 10-15% d'hydrogène, dans le gaz, il y en a un peu plus, mais on tire l'hydrogène de ce truc qui est polluant, et donc on l'extrait. Et donc, en fait, quand on décarbone une voiture en utilisant de l'hydrogène pour la faire tourner, donc il y a une réaction chimique qui fait avancer un moteur électrique, donc c'est génial parce qu'il n'y a que de l'eau, elle est silencieuse, sauf qu'elle se recharge en 3 minutes et elle roule 700 km. Si on utilise une voiture à hydrogène, on résout beaucoup de problèmes. Par contre, on a juste décalé la pollution du pot d'échappement à la production d'hydrogène gris. Donc il faut le produire de façon verte, et la façon de faire, j'en arrive là, c'est on prend de l'énergie éolienne, on prend de l'eau,
on mélange tout ça et ça sort de l'hydrogène. C'est quand même magique. On tire l'hydrogène non pas d'une énergie fossile qui est pleine de carbone, 80% de carbone dans une tonne de pétrole, mais on prend de l'eau qui est pleine d'oxygène, pas pleine de carbone et d'hydrogène. Et donc on l'extrait. Et donc en fait, H2O, du coup, on prend l'hydrogène de l'eau, de ce liquide on fait un gaz. Le seul truc qu'on produit au passage, c'est de l'oxygène, c'est la vie, c'est life. Et on va alimenter des camions, des bus et des industries. Des industries qui ont besoin d'hydrogène. Par exemple, en Bretagne, vous avez des gens qui produisent de la margarine. Pour faire de la margarine, il y a besoin d'hydrogène. Et alors, est-ce qu'au bout du bout, on pourra tous rouler avec des voitures à l'hydrogène ou pas? En Bretagne et ailleurs. Le problème est très compliqué. Le problème du réchauffement climatique, il est compliqué et complexe. Donc la solution, elle n'est pas simple et unique. Et aujourd'hui, vous avez une voiture au diesel, vous mettez de l'essence dedans, elle ne marche plus. Et donc demain, vous aurez l'équivalent du diesel, du GPL, et demain, vous aurez des voitures électriques et des voitures hydrogène. Ceux qui ont besoin de rouler longtemps et vite ou qui ont un gros camion, ils rouleront à l'hydrogène. Et ceux qui bossent, qui ont la chance d'habiter à Saint-Malo et qui bossent à Rennes, auront la possibilité d'avoir une voiture électrique pour faire 200 km. Très bien, merci pour ces premières explications. Alors maintenant qu'on connaît les énergies que vous produisez, j'ai envie de vous demander comment est-ce qu'elles sont installées en Bretagne, à commencer par l'éolien et le solaire. Comment est-ce que vous êtes implantés, vous, ici en Bretagne ? Donc, on a des parcs éoliens qui tournent depuis 2009 dans le département des Côtes-d'Armor. Et on a aussi des centrales solaires qui tournent maintenant depuis 2011, 2012 sur le territoire de la Bretagne. Donc, il faut savoir qu'un projet solaire en toiture, on le fait émerger à peu près en 12 à 18 mois. 12 mois s'il n'y a pas besoin de raccordement au réseau, 18 mois s'il faut un raccordement au réseau. Sur un projet solaire au sol, donc il y a toute la partie réglementaire que je vous ai expliqué tout à l'heure, la phase d'instruction, et après le financement, la construction, il faut compter 3 à 5 ans. Et dans l'éolien, il faut à peu près compter 5 à 8 ans pour faire émerger un parc éolien. Donc on est sur des temps vraiment, pour le solaire au sol et pour l'éolien, sur des temps longs. Et alors, éolien versus solaire, quel est le plus efficace entre guillemets ? Les deux sont totalement complémentaires. Il ne faut surtout pas opposer l'un à l'autre sur les territoires. Parce que nous, on fait les deux et on voit bien que quand on additionne les courbes de production, par exemple, vous additionnez 1 MW éolien et 2 MW solaire, vous arrivez à une production qui est quasiment stable sur l'année. Donc, comme vous savez, le solaire est présent printemps, été et début d'automne. L'éolien prend le relais automne, hiver et début de printemps. Donc, c'est vraiment complémentaire et faire juste l'un au détriment de l'autre, voilà, ça n'a pas forcément énormément de sens sur un territoire en termes d'équilibre. Il faut essayer de disposer d'une ressource sur toute l'année. Et quels sont peut-être les projets emblématiques d'IEL sur le territoire ? Les derniers projets qu'on a mis en service, c'est en Ille-et-Vilaine, sur la commune de Bru-Pompéan. On a mis une centrale solaire de 15 MW, donc sur 20 hectares, sur une ancienne mine de plomb qui appartient au groupe Marc. Et nous, on est investisseurs aux côtés du groupe Marc et de Energif, qui est la filiale investissement du syndicat départemental d'électricité d'Ille-et-Vilaine. Donc ça, c'est une réalisation. Donc nous, on aime vraiment faire des partenariats avec les SDE, des acteurs privés industriels et nous, en tant que producteurs d'énergie renouvelable. Et sinon, en 2021, on a mis en place un parc éolien dans le sud du département des Côtes-d'Armor, sur la commune de Kergris-Moilou. Et là, la communauté de communes a créé un véhicule d'investissement et a pris 30% du capital de la société de projet. Donc nous, on est actionnaire à 70% et la communauté de communes, via son véhicule d'investissement, est actionnaire à 30%. Donc nous, on trouve que c'est vraiment des projets qui ont du sens sur le territoire parce que ça associe des acteurs publics à des acteurs privés et ça permet aux acteurs publics, aux collectivités, de bénéficier des retombées de la ressource locale, à savoir le vent. On reste sur du local. On va parler du biogaz maintenant. Est-ce que vous pouvez nous dire si le potentiel est là en Bretagne et comment vous êtes implanté ici ? Alors la Bretagne, ça a longtemps été la première région en termes de nombre d'unités en France, notamment avec la cogénération, puisque aujourd'hui, il y a 211 unités de méthanisation en Bretagne. Ça s'explique au départ par c'est les éleveurs de porcs, en fait, qui ont commencé à faire des unités de méthanisation pour retraiter leurs effluents, mais de manière vertueuse, puisqu'ils avaient le choix soit entre une unité de traitement de dénitrification, pour réduire les risques d'émission de nitrate. Et ça, c'était un coût. Ou alors, il y a des solutions par le haut qui consistaient à utiliser ce lisier pour produire de l'énergie. Et en fait, en développant ces projets de méthanisation, ils ont aussi répondu aux enjeux des territoires
notamment toute la filière agroalimentaire bretonne qui est très puissante. Je crois que je lisais un article hier. Cette filière, il n'y a que 7% de ce qui est produit en Bretagne qui est consommé. Tout le reste est exporté. Donc en fait, si la Bretagne était un pays, ce serait une puissance exportatrice. La Bretagne est un pays d'ailleurs, excusez-moi, faire taper dessus. Vous mettrez cette erreur de langage sur mes origines du Nord. Mais donc la Bretagne produit énormément de déchets agroalimentaires, et ces déchets agroalimentaires, certains sont complexes à retraiter, et donc la méthanisation permet de les retraiter de manière vertueuse, de produire de l'énergie et de permettre un retour au sol, et de traiter aussi des sujets de protection de l'eau, en fait, parce que c'est un des sujets également. Nous, ce qu'on fait en Bretagne, donc on a l'unité dans le Morbihan de Sensi Énergie, qu'on codétient avec une famille d'éleveurs de porcs, qui traite un tiers de lisier, un tiers de déchets agricoles et un tiers de déchets agroalimentaires qui sont issus à peu près d'une vingtaine d'usines agroalimentaires du département du Morbihan. Et la deuxième, là, qu'on va mettre en service en Ille-et-Vilaine, là on retrouve le schéma avec une famille éleveuse de porcs qui souhaite à la fois répondre à sa problématique de développement de son cheptel, puisqu'en réalité, eux, ils ont 5 implantations, donc 5 fois des problématiques de gestion de lisiers. Ils vont regrouper les lisiers sur cette unité de méthanisation, et en complément, on va traiter des déchets agricoles et également des déchets agroalimentaires. Voilà. Et donc, c'est des projets d'intelligence territoriale qui sont portés par des acteurs territoriaux, et nous, on vient s'associer à ces acteurs territoriaux en apportant notre retour d'expérience industrielle, notre capacité d'investissement, et puis une volonté aussi de développer ce métier. Nous, on a commencé dans l'écogénération, maintenant il y a de l'injection. On fait du captage de CO2 aussi, du CO2 liquéfié, du bio-CO2 liquéfié, qui est très demandé par l'industrie agroalimentaire. D'ailleurs, il y a un déficit aujourd'hui de CO2, qui est assez paradoxal. Il y en a trop ici, mais il n'y en a pas assez disponible pour gazéfier l'eau et pour tous les usages industriels. Et le bio-CO2 a l'avantage d'être un CO2 qu'on a capté par la croissance des plantes qui ont servi à faire l'alimentation animale, par exemple. Et donc, on ne génère pas, on ne déséquestre pas du CO2. Donc c'est un sujet qui, en termes de taxonomie et autres, est très demandé par les industriels. Et dès que vous avez des usines agroalimentaires, vous avez des usages du CO2. Mm-hmm. Et pour terminer la boucle et passer la balle à mon voisin, si c'est à son tour d'intervenir, ce qu'on va pouvoir faire avec ce CO2 qui est disponible sur les unités de méthanisation, c'est faire ce qu'on appelle la méthanation. Et quand il n'y aura pas d'usage local de l'hydrogène vert, mais une capacité de production parce qu'on sera suffisamment loin des habitations pour mettre des éoliennes, enfin pour qu'elles soient acceptées, eh bien on pourra faire de la méthanation, c'est-à-dire recombiner l'hydrogène et le CO2 pour permettre de transporter cette énergie sous forme de biométhane et non d'hydrogène direct. Et donc, voilà, et la balle est passée. Voilà. Alors justement, je vous passe la balle et j'aimerais qu'on parle de votre unité de production. Alors il y a celle de Bouin qui a été financée il y a quelques temps et qui produit de l'hydrogène vert grâce aux éoliennes. Et là, il y a une nouvelle unité de production qui va se situer à Lorient. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, on a une unité de production qui est pas très loin de Lorient, qui est à Buléon, donc au milieu du Morbihan. C'est la première unité de production d'hydrogène vert en Bretagne, qui est capable de produire à échelle industrielle et livrer son hydrogène. Donc, vous voyez, l'hydrogène qui va être une solution pour les camions, pour certaines voitures, pour certaines applications de mobilité, on va pouvoir, comme le pétrole, le transporter sur une station-service. Et c'est comme ça qu'il faut faire, c'est arriver à ce que chaque territoire ait son propre carburant vert. Et c'est ce que l'hydrogène permet de faire. Et donc, on va produire à Buléon, fin d'année. On a également une unité de production en mer qu'on a développée grâce au soutien du Crédit Maritime. Et tout ça, ça se finance. Et Natixis, et on doit beaucoup à Sibylle, puisque c'est une des banques qui nous a accompagnés sur l'introduction en bourse. Donc on est capable, on a les moyens de financer ce type d'unité en Bretagne. Et là, on est pionnier. Et on fait ça partout ailleurs. On a aussi 2 unités en Suède qui vont être opérationnelles à la fin d'année, une en Allemagne, une en Occitanie, celle de Vendée. Mais l'avenir, c'est de se baser sur les éoliennes offshore qui produisent des quantités d'énergie phénoménales et où là, en Bretagne, on a un gisement gigantesque. Et si on fait ça à 110 km des côtes, on ne gêne plus personne.
Effectivement. Mais vous êtes quand même en train de me dire qu'avec l'hydrogène vert qui est produit à Lorient, vous allez pouvoir alimenter pas seulement la ville de Lorient, mais aussi des villes en Ille-et-Vilaine. Je pense par exemple à Rennes, peut-être Saint-Malo. C'est ça l'idée, hein, c'est d'aller produire de l'énergie pour tout un territoire. Oui, parce que vous soyez une collectivité et que vous vouliez décarboner votre centre-ville en passant vos bus du diesel à l'hydrogène, ou que vous soyez un transporteur, il vous faut bien une station-service. Et pour qu'il y ait une station-service, il faut qu'il y ait de l'hydrogène. Donc le fait d'avoir de l'hydrogène disponible fait qu'il y a de l'investissement dans les stations-service et qu'il y a l'investissement dans la mobilité. Et sinon, on ne peut pas résoudre l'équation. Et donc c'est Life qui prend sur elle de développer cette première unité de production avec un investissement qui est supérieur à 10 millions d'euros, largement supérieur à 10 millions d'euros, avec le soutien des collectivités et Lorient la première. Alors, vous l'avez tous les trois dit, hein, le potentiel, il est vraiment là. Pour autant, Sybille, en introduction, vous disiez que la Bretagne était en retard. Ça signifie que probablement il y a des freins. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des freins que vous rencontrez et peut-être, au contraire, des effets boosters que vous rencontrez? On va commencer par vous, Ronan Moilic. C'est vrai que tout à l'heure, je vous disais, les temps de développement sont des temps relativement longs. Donc il faut savoir que, ce que je disais tout à l'heure, la filière s'est professionnalisée, les attentes des services de l'État aussi. Donc maintenant, on est sur des études d'impact qui sont vraiment très complexes, très poussées. Et donc, c'est des durées d'études de 24 mois en règle générale, plus après un temps d'instruction qui est assez long. Donc un des freins, c'est le process administratif qui, dans certains projets, notamment je vois pour les projets solaires, qui peut être trop poussé par rapport aux impacts potentiels des projets. Donc ça, c'est des choses qui sont en train d'être améliorées, notamment avec la loi d'accélération des énergies renouvelables, où justement, sur des projets solaires jusqu'à 1 hectare au sol, il y a une procédure d'urbanisme qui est simplifiée et qui permet de ne pas aller sur une grosse étude d'impact. Après, on peut très bien imaginer que cette taille de 1 mégawatt ou 1 hectare soit augmentée pour permettre aux petits projets d'émerger plus facilement sur certains types de sols, des friches, des CET ou des choses comme ça. L'idée, c'est oui, simplifier les procédures administratives sur des sites qui ne présentent pas d'enjeux. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui serait intéressant sur le solaire pour le déployer rapidement. Après, sur l'éolien, il y a de temps en temps des recours. Donc ça allonge le processus pour réaliser et mettre en service des projets. Alors peut-être des choses qui commencent à avoir le jour, c'est que maintenant on se rend compte de la nécessité d'avoir des unités de production d'énergie renouvelable sur notre propre sol français, et on va dire tout le monde se rend compte au fur et à mesure que c'est incontournable, mais le message n'a pas été si clair sur les 20 dernières années. À un moment, on disait il faut en faire de telle manière, il ne faut pas en faire. Enfin, les discours étaient un peu contradictoires. Donc, il faut clairement un discours à tous les échelons de la nation, très clair, sur la nécessité de voir aboutir des projets d'énergie renouvelable. Je crois que vous allez rejoindre Mathieu Guéné, ce qui vient d'être dit à l'instant. Vous aussi, vous m'expliquiez qu'à la limite, le plus grand frein, c'était la réglementation et les normes, et que si vous étiez aux États-Unis, ça ne se passerait pas de la même manière. Oui, en fait, quand on est aux États-Unis, la réglementation s'adapte au business. En Europe, il faut que la réglementation soit mise en place, que les plans de soutien soient mis en place. Regardez Elon Musk et Tesla qui fait son propre réseau de bornes de recharge. Et nous, il faut qu'il y ait un plan national, il faut que les syndicats d'énergie locaux s'y mettent. Et donc, des fois, il y a des choses, et c'est ce que tu dis, Ronan, il y a des choses qui ne coûteraient rien, et au contraire qui coûteraient moins cher. C'est-à-dire que quand vous regardez 7 ans de procédure pour un champ éolien, le coût que ça a, non pas pour le développeur, mais pour l'État. Parce que c'est des gens qui instruisent et qui instruisent et qui instruisent. Donc, réduire, ça coûterait moins cher, ça accélérerait. Et vous voyez, en Angleterre, par exemple, c'est 3 fois moins long pour nous d'avoir un permis de construire qu'en France. Et comme on va être dans une course contre le réchauffement climatique, une course à l'emploi, une course à celui qui aura les technologies, si on ne crée pas ce creuset pour faire du biogaz, pour faire de l'éolien, pour faire du solaire, pour faire de l'offshore, pour faire de l'hydrogène, pour faire des batteries, etc., dans 10 ans, on va dire « Ah, mais les Allemands sont hyper forts, on ne comprend pas, ils ont tout... » Ouais, mais en fait, des fois, c'est des choses simples comme ça qui ne coûtent rien, mais ce n'est pas facile, parce qu'en fait, on est tellement... avec des process et des procédures qui sont encrassées les unes sur les autres, que c'est des fois difficile de faire table rase. Alors j'aimerais qu'on aborde aussi le regard de la société. Est-ce que, par exemple, sur l'éolien et le solaire, vous constatez une confiance des citoyens, une méfiance ou juste une prudence? Qu'est-ce que vous voulez nous dire à ce sujet?
La position a évolué aussi au fur et à mesure des réalisations. Alors nous, on est un acteur local, donc on travaille sur des régions où on nous connaît maintenant depuis 20 ans, donc on a des réalisations, on a des références, donc c'est très facile de dire à la population ou aux élus, vous appelez tel élu, on a travaillé sur son territoire, il vous dira comment ça s'est passé et quel est le retour d'expérience. Après, d'une manière plus générale, on voit que les Français quand il y a des sondages d'opinion, ils sont largement favorables aux énergies renouvelables. Peut-être plus facilement sur le solaire. Pourquoi le solaire ? Le solaire, on ne le voit pas, tout simplement. Oui. Donc, il n'y a pas de pièces en rotation, ce n'est pas des machines de 100, 150 mètres. Donc, l'acceptation est beaucoup plus simple parce qu'on estime, en tant que riverain ou habitant, que l'impact potentiel va être plus faible parce qu'on n'a pas une machine à 600, 700 mètres qui fait 150 mètres ou on n'a pas éventuellement les rotations des pales qui créent des émissions acoustiques. Après, il y a eu quand même beaucoup de progrès. Les développeurs aussi ont pris des mesures pour donner des garanties au territoire. Donc nous, ce qu'on voit sur les parcs qu'on met en service, ils sont plutôt bien acceptés. On fait des extensions des parcs existants actuellement, quoi. Mais après, il y a un gros travail de concertation avec les élus, avec les habitants. On fait des permanences d'information, on fait du porte-à-porte. Donc, et c'est là que c'est intéressant. On va voir les habitants dans un rayon de 1000 à 1500 mètres autour de nos projets en phase de développement. On vient toquer à la porte, on se présente. Est-ce que vous avez entendu parler du projet ? Oui, non. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Et on se rend compte, pareil, 80-90% des gens sont soit neutres, soit favorables au projet. Donc, les choses évoluent et plutôt dans le bon sens. Et sur la méthanisation, est-ce que les choses évoluent de la même manière, c'est-à-dire de façon plutôt favorable ? Le regard des citoyens ou des habitants, comment est-ce qu'il se situe vis-à-vis de la méthanisation ? Alors, nous, on y travaille tous les jours et on a plusieurs fois été mis en position de résoudre des problèmes existants, mais de réussir à les résoudre. On a même été félicité par une association d'opposants sur un site qu'on a repris à Thouars, qui s'appelle Tipper Méthanisation et qui, depuis 2013, générait des odeurs. Et suite à des travaux de modernisation du système de traitement d'odeurs, on a supprimé ça. Donc on a montré que ce n'était pas une fatalité quand des sites généraient des odeurs. On n'était pas comptable des odeurs précédentes puisqu'on a repris le site en 2018. Et un an après, on a résolu le problème. Mais en fait, la réalité, c'est que là, et finalement, on a une banque dans la salle qui le sait, puisqu'elle a une vision très claire du patrimoine des Français. Le patrimoine des Français principal, c'est leur résidence principale. C'est le fruit du travail, c'est le fruit de l'épargne, parfois d'une vie, parfois de plusieurs générations. Et face aux risques et aux incertitudes d'une société, quand les gens risquent de perdre leur seul patrimoine sur lequel ils peuvent mobiliser, eh bien, que ce soit à cause de l'éolien, du solaire ou du biogaz, ils sont vent debout. Alors, ce qui se passe, c'est que l'éolien est perçu comme une nuisance visuelle. Nous, on est perçu comme une nuisance multiple qui peut être l'odeur. Ça, on a traité le sujet. En tout cas, nous, quand on nous reproche ça, on fait des visites et on emmène les gens visiter nos sites. Pas ceux des gens qui ne respectent pas les normes, pas ceux des gens qui font des erreurs. On leur montre ceux qu'on exploite. Parce que c'est aussi un métier d'exploitant, la méthanisation, d'exploitant professionnel avec des contraintes industrielles. Et après, c'est le bruit, mais ça, c'était des craintes. En disant c'est une usine, ça fait du bruit par définition. Non. Et il y a des règles et on les respecte. Et après, il y a le transport. Et moi, je propose d'interdire à ce moment-là Amazon, Sarenza et toutes les livraisons. Et les gens trouvent que c'est confortable d'être livrés. Donc, ils sont pour que les camions continuent à circuler sur les routes. Alors, nous, un site, c'est 4 camions par jour. Donc, c'est rien. Et à chaque fois qu'on fait une étude de trafic, les gens se rendent compte que ce n'est pas le sujet. Donc, il y a un travail de pédagogie à faire. Mais en réalité, il y a des craintes perçues avant que ça arrive. Mais après, la coexistence est pacifique. Et nous, on n'a pas dû fermer des sites ou avoir des problèmes particuliers. Et pour vous donner l'expérience allemande, il y a 12 000 unités de méthanisation en Allemagne. Maintenant, en Allemagne, comme il y a eu plus de fusions, il n'y a que 6 000 communes. Donc, il y en a 2 par commune. Vous pouvez aller regarder la presse allemande avec 12 000 unités. Il n'y a pas du tout de polémique. Par contre, il y en a quasiment dans tous les villages d'Allemagne. Et la coexistence est pacifique. Alors sur la dernière partie de ce plateau, je vous propose qu'on parle du financement de votre développement. Mathieu Guéné, par exemple, qu'est-ce que vous attendez de votre partenaire bancaire financier ? Je pense que tous les trois ont fait ce qu'on appelle du financement structuré, de la finance de projet, de la finance sans recours. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire que c'est une banque qui va financer un actif
en majorité, puisque ça va être entre 50 et 80, 90%, sur la base des contrats que cet actif, que ce soit une éolienne, que ce soit une unité de méthanisation ou une unité de production d'hydrogène. Donc l'accompagnement bancaire est plus important que l'accompagnement de nos investisseurs, parce que c'est la banque qui va financer la majorité de nos projets. Donc il est très important d'être bien accompagné, c'est une relation de confiance et de proximité. Et c'est comme à titre perso. Quand vous avez un problème, vous allez voir votre banquier. S'il vous connaît, il vous résout le problème. S'il ne vous connaît pas, vous arrivez avec un problème chez un nouveau banquier, ça ne va pas le faire. Donc c'est pour ça que la relation qu'on a avec Sibylle, avec Corinne ici, elle est importante. C'est parce que c'est la banque qui nous permet de nous développer et de faire les projets. Et puis après, il faut toujours avoir un petit peu de... Pardon ? Et même en R&D, vous me disiez que Banque Populaire... Même en R&D, et c'est là où la confiance est créée, parce qu'une banque comme le Crédit Maritime, et Corinne et l'équipe a été capable de financer de la R&D pour produire de l'hydrogène en mer. Natixis, c'était une des 3 banques qui nous a accompagnés, avec Brian Garnier et Porzampar. C'est une des 3 banques qui nous a accompagnés sur l'introduction en bourse. Une petite société de 200 personnes, côté Euronext, donc c'est un accompagnement fort et on leur doit beaucoup. Et donc il y a les investisseurs, mais surtout il y a les banques. Et je crois que vous allez aussi vers le financement participatif sur la partie éolien, je crois. Oui, alors juste pour répondre à votre question, donc nous, on est accompagné par notre partenaire bancaire depuis maintenant 10 ans, donc c'est un accompagnement au quotidien sur la vie des sociétés. Après, effectivement, on fait du financement structuré, donc c'est des dettes sur 15-20 ans, et effectivement, la banque apporte grosso modo 80 à 90% des fonds, donc c'est un partenaire bancaire nécessaire pour pouvoir mettre en place des actifs. Donc ça, pour nous, c'est vraiment important. Et on fait aussi du financement participatif sur les projets. Donc nous, on n'en a pas besoin de ces fonds-là. Ce n'est pas une nécessité. C'est plutôt une proposition qu'on fait au territoire. Et on dit aux habitants, aux acteurs locaux, si vous voulez, vous pouvez placer une partie de votre épargne sur ce projet. Et c'est de l'argent bloqué, par exemple, pendant 5 ans, à un taux rémunéré de 5 à 6% à peu près en brut. Donc ça permet de flécher l'épargne des gens sur des projets concrets, locaux et renouvelables. Donc on fait ça régulièrement. Et avec un bon accueil de la part des citoyens et des habitants. Oui, ça se passe très bien. On lève régulièrement des fonds. Par exemple, sur le projet de Bru, la centrale solaire de Bru, après sa mise en service, donc tout était déjà débouclé et sécurisé. Gweneg, donc la plateforme de financement participatif, a levé 1 million d'euros, voilà, avec des citoyens qui ont prêté 1 million d'euros à la société de projet. Alors vous avez quand même des projets et des sujets qui sont extrêmement techniques. Quand vous dites qu'il faut un partenaire de confiance, j'imagine qu'il faut aussi un partenaire qui comprenne vos enjeux. Par exemple, sur le sujet de la méthanisation, est-ce que vous avez le sentiment justement d'avoir affaire à des spécialistes qui comprennent la technicité de vos opérations et qui vous accompagnent à leur juste mesure ? C'est parce que les ressources humaines de nos banques ont bien fait leur travail. Évidemment. Elles ont recruté des gens qui avaient des tropismes pour l'agriculture à l'origine. Et c'est vrai que, alors pas que, mais on retrouve souvent des profils agricoles ou qu'on suit aussi des viticulteurs. C'est une branche de l'agriculture. Enfin, il n'y a pas beaucoup de viticulteurs pour l'instant en Bretagne. Le réchauffement climatique amènera peut-être ça. Et en fait, ce qui est important, c'est que nous, on est une énergie renouvelable dont le gisement est là, partout autour de nous, mais qui ne se lève pas le matin comme le soleil ou ne souffle pas à tout moment comme le vent, mais qu'il faut mobiliser. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, on est une solution de traitement de déchets et la vie de la société, son fonctionnement, il y a une génération de déchets qui est inhérente à ça, notamment l'agriculture. Donc, c'est un dialogue. On est beaucoup financé, aidé par les banques mutualistes ou coopératives, et j'ai envie de dire les banques territoriales, parce qu'elles comprennent aussi, et ce n'est pas anodin si on fait beaucoup de méthanisation avec des agriculteurs, que finalement, elles financent un agriculteur qui produit de la viande ou qui produit des céréales, mais finalement, dans la chaîne de valeur, on peut aussi accompagner cet agriculteur pour développer une activité additionnelle, mais cet agriculteur, c'est aussi le fournisseur d'usines agroalimentaires, et ces usines agroalimentaires, elles ont un enjeu de compétitivité qui est d'avoir des outils de traitement de leurs déchets, de proximité, vertueux pour les critères de durabilité, les critères ISR, puisque aujourd'hui les investisseurs, qu'ils soient cotés ou pas, et même les banques, font des bilans
environnementale de leurs clients et ne veulent plus financer n'importe qui, n'importe quoi. Et donc, c'est important d'avoir des banques qui comprennent ça, mais elles comprennent aussi toute la robustesse du métier qui est à la croisée entre un besoin d'énergie et un besoin de traiter des déchets. Et surtout, et la guerre en Ukraine l'a montré, nous, on fournit une énergie locale, résiliente, on participe à la souveraineté du territoire, et donc on sécurise l'approvisionnement en électricité, 24 heures sur 24, non intermittent, et le gaz, là aussi, local, dans les réseaux de GRDF. Donc moi, il y a une commune qui m'avait posé la question pour l'hiver 2022-2023, c'est à Château-Gontier en Mayenne, c'est les cousins des Bretons. Je dis, vous n'aurez pas de problème, il y aura toujours du gaz. Il est là, on pourra l'injecter. Le réseau de GRDF, il fonctionne sans électricité. Donc, quoi qu'il arrive, en plus, on a un groupe électrogène sur le site. Donc, on fournira, on sera non pas le remplaçant de l'ensemble des importations de gaz de la France, mais on est l'ultime secours. Et au quotidien, on est un outil formidable pour les industriels qui veulent se décarboner et les ménages en achetant du biométhane. Et si les Bretons, c'est encore mieux. C'est encore mieux, on est d'accord. Il nous reste juste 2 petites minutes sur cette plénière. J'ai envie de vous laisser le mot de la fin, Sybille, pour nous parler du rôle de Natixis en lien avec justement Banque Populaire Grand Ouest et les équipes autochtones à Nantes, à Rennes et dans tout le Grand Ouest. Voilà. Comme on a parlé Mathieu avec son projet de R&D, Banque Populaire Grand Ouest accompagne les sociétés à un stade assez précoce de leur vie et pour des projets territoriaux. Mais en fait, quand une société croît, et dans les énergies renouvelables, il y a énormément de besoins, on l'a dit, de déployer. Donc il y a un très fort potentiel de croissance. Et pour répondre à ce potentiel de croissance, parfois il faut aller vers des projets plus larges. Et donc là, la dette peut dépasser la centaine de millions d'euros. Et donc c'est là que nous, Natixis, on peut intervenir. Mathieu l'a expliqué aussi, il se déploie à l'international, pas seulement en France. Donc on peut aussi intervenir, accompagner Mathieu sur toutes les géographies où il va aller. Et donc il y a l'international. Et puis pour des projets qui sont vraiment qui demandent beaucoup de capital, il y a besoin aussi de renforcer le haut de bilan, faire des augmentations de capital. Donc on peut aussi intervenir sur cette partie-là comme intermédiaire, donc soit en mode privé. Donc on a fait venir Infranity au capital d'IEL. Donc nous on travaille au quotidien avec tous les fonds d'infrastructure à peu près présents dans le monde. On les connaît très bien. Voilà, donc on peut jouer ce rôle d'intermédiation pour faire venir au capital des sociétés et des fonds d'infrastructure qui sont aussi nos clients au quotidien. On peut aussi, dans d'autres situations de capital privé, aller chercher du venture capital. Voilà, donc on a des boutiques spécialisées au sein de Natixis qui peuvent intervenir sur tous ces sujets de capital. Et puis, dans certains cas, ça peut avoir du sens d'aller en bourse, voilà, comme pour dans le cas de Life. Donc, on a aussi cette capacité d'accompagner les entrepreneurs dans une introduction en bourse. Et voilà, la bourse peut être là aussi pour financer la suite de la croissance. Bien, merci beaucoup pour ces explications. On y voit désormais très clair sur ce mix ENR en Bretagne. On sent bien qu'il y a encore du potentiel, qu'il y a encore plein de jolies choses à faire avec un partenaire financier qui est là pour accompagner ces jolis projets. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous pour votre présence sur ce forum économique breton. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée. Merci beaucoup.